En fait, au colloque, je vais vous parler de notre initiative chez Polycor de prendre un tournant durable. Donc, on est très fiers de s'engager à devenir carboneutre d'ici la fin de 2025. Le succès, selon moi, c'est très relatif et cyclique. Quand je sens que je suis sur mon X, je ressens le succès. Mon nom, c'est Cassandre Tremblay. Je suis gestionnaire de marque chez Polycor. C'est la première fois que je me fais présenter avec une vidéo. Je ne sais pas si c'est un peu malaisant ou si c'est le fun, mais je n'ai pas ça. C'est le fun? OK, je suis contente que tout le monde ait aimé. Donc oui, mon nom, c'est Cassandre Tremblay. Je suis gestionnaire de marque chez Polycor. Ça fait maintenant 6 ans que je suis chez Polycor. En tant que gestionnaire de marque, juste pour vous situer un petit peu, je couvre tout l'Est canadien, donc de l'Ontario jusqu'aux Maritimes, et moi, je vais à la rencontre. En fait, juste pour vous expliquer un peu Polycor, la chaîne, c'est qu'on est, propriétaire de carrières, de pierres naturelles. Donc, on va extraire la pierre pour être utilisée pour des projets architecturaux et des projets résidentiels. Mais on ne vend jamais directement aux designers ou aux architectes. Donc, il y a toujours un intermédiaire entre nous qui est un distributeur ou un fabricant. Et moi, ma job, c'est d'aller à la rencontre de l'acheteur final, donc le propriétaire de maison ou les designers, et d'aller faire la promotion de nos matériaux. Donc, c'est beaucoup dans l'éducation, dans l'information. Je vais inspirer, je vais partager ma passion pour la pierre naturelle. Et je donne beaucoup de formations, je donne des échantillons, je me promène beaucoup, je suis toujours sur la route. Et je fais des colloques aussi, des fois. C'est ma partie préférée. Donc, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. On va avoir une belle discussion ensemble sur le développement durable. Et je vais vous parler tout d'abord de Polycor, de qui on est. Chez Polycor, on est, comme je vous disais, manufacturier de pierres naturelles. Notre mission, c'est de faire en sorte que les gens tombent en amour avec la pierre naturelle. On a plus de 50 carrières de pierres naturelles partout, majoritairement en Amérique du Nord, mais on en a quelques-unes aussi en Europe, en France. On a 20 usines de transformation. On est plus de 1300 employés partout à travers le monde, évidemment majoritairement au Canada et aux États-Unis. Mais ce qui me rend le plus fière, c'est qu'on est une compagnie québécoise. On est toujours à Québec. La majorité de nos activités sont à Québec, en Basse-Ville. Est-ce qu'il y a des gens de Québec? Oui? Super. Donc, on est toujours à Québec. On a des bureaux aussi à Montréal. Donc, une magnifique entreprise qui a plusieurs branches. Pour vous donner une petite idée de sur quoi on travaille chez nous, il y a quelques projets ici qui présentent nos pierres. Donc, l'Empire State Building, pour ceux qui sont allés à New York. Ça a été bâti en limestone Polycor. La place du Trocadéro à Paris, qui est probablement la plus belle vue de la Tour Eiffel. Si jamais vous y allez, vous marcherez sur de la pierre Polycor. Il y en a quelques autres. Donc, à Montréal, l'édifice Sun Life, pour ceux qui sont de Montréal. Est-ce qu'il y a du monde de Montréal? Oui? Super. Le Lincoln Memorial, si jamais vous avez suivi l'investiture présidentielle, c'est toujours là qu'ils font ça. C'est du marbre Polycor aussi. Donc, on a un beau portfolio. Là, Polycor, ça a été fondé en 1987, puis vous me dites, voyons donc, Cassandre, le Lincoln Memorial, ça date pas de 1987, vous avez raison. On est une compagnie qui a la chance de croître au fil des ans. On a fait des acquisitions, on a acheté des carrières, puis maintenant, les pierres qui ont été utilisées à l'époque font partie de notre portfolio. La valeur que ça offre à nos pierres, évidemment, n'est pas négligeable. On est très fiers de présenter les projets sur lesquels on a travaillé. Il y en a des centaines. On est reconnu partout à travers le monde grâce à ces projets-là. Il y a d'autres choses qui nous rendent uniques en tant que compagnie qui offre dans le domaine de la construction, notamment en tant que carrière, que manufacturier de pierre. On a un contrôle complet sur nos carrières, donc ça fait en sorte qu'on peut garantir une qualité au niveau de nos produits. Et finalement, on est là pour rester, bien évidemment. C'est la pierre naturelle. Ça fait partie de l'environnement humain depuis des milliers d'années. Et c'est là pour rester. Mais finalement, le plus important, selon moi, et c'est pourquoi on est tous ici aujourd'hui, c'est qu'en tant que compagnie, on prend un grand virage vert. On s'est engagé à devenir carboneutre d'ici la fin de 2025, et on va en discuter aujourd'hui.
Donc, la présentation va se diviser en 4 majeures parties. La première, c'était l'introduction. Félicitations, c'est fait. On passe tout de suite à la deuxième. La deuxième, ce sera pourquoi. Pourquoi une entreprise prendrait la décision de devenir carboneutre? Pourquoi nous, on a été motivés et ce qui pourrait en motiver d'autres? Ensuite, la deuxième partie sera comment. Donc, comment on y arrive? C'est quoi les moyens qu'on doit se donner? Et ensuite, la quatrième partie, en fait, sera comment le communiquer ensuite. C'est quoi les attrapes dans lesquelles il ne faut pas tomber quand on veut parler de développement durable puis de notre engagement. C'est bien? Est-ce qu'il y en a ici qui sont familiers avec les critères ESG? Personne? Merveilleux, on va tous apprendre tellement de choses. Donc, les critères ESG, c'est un acronyme qui regroupe 3 lettres. La première étant l'environnement. La deuxième, c'est le social. La troisième, c'est gouvernance. Ils sont tous écrits là. Environnement, c'est très littéral. C'est l'environnement, c'est l'impact qu'une compagnie va avoir sur l'environnement. Social, c'est l'impact que la compagnie va avoir sur son environnement, sur la communauté dans laquelle elle grandit. Et gouvernance, c'est la façon que l'entreprise est gérée, la façon dont on va traiter les employés, etc. Ces critères-là sont très importants. C'est des critères qui sont non économiques, mais qui sont de plus en plus utilisés par les investisseurs pour évaluer la nature durable d'une entreprise. Donc ça veut dire que de plus en plus, les investisseurs vont injecter de l'argent plutôt dans des compagnies qui vont avoir une conscience environnementale, sociale et dans leur gouvernance. Donc ça motive beaucoup d'entreprises à faire un virage vert, étant donné que l'environnement est 100% au centre de ces critères-là. Chez Polycor, il y a plusieurs choses qui nous ont motivés, bien évidemment. C'est un gros engagement de devenir carboneutre. Il y a 2 principales choses qui étaient vraiment au cœur de nos valeurs, qui ont fait en sorte que ça devenait tout naturel pour nous de prendre ce tournant-là. Au cœur de nos valeurs, il y a le fait de laisser, de créer un futur meilleur pour les générations à venir. Donc, évidemment, il y a l'environnement, mais il y a aussi l'aspect social, etc. Mais l'environnement est au cœur de ça. Donc, pour nous, c'était tout naturel d'effectuer ce virage-là. La deuxième chose, c'est l'innovation. Donc là, on va se parler de pierre naturelle. Je vous l'ai dit tantôt. La pierre naturelle, ça fait partie de l'environnement humain depuis des milliers d'années. La Rome antique, on n'a pas l'impression que c'est la branche la plus innovatrice, même dans le domaine de la construction. On a nos compétiteurs qui sont le quartz, qui peuvent créer des tendances, qui peuvent créer des couleurs, qui vont vraiment suivre au fil des ans des nouveautés, etc., tandis que nous, on doit innover d'une autre façon. Les moyens qu'on s'est donnés pour innover, c'est dans nos techniques, dans la façon qu'on va extraire, dans notre machinerie pour maximiser, mais c'est aussi de prendre un grand pas, un grand virage qui est durable et d'être un leader dans notre industrie pour tout ce qui est de la carboneutralité et du développement durable. Donc, on voulait vraiment être un instigateur de changement dans l'industrie de la construction. Donc, changer une industrie au complet, ça commençait par nous, évidemment. Donc, on a joint la parole aux actes, et je vous le dis depuis tantôt. On a décidé de devenir carboneutre. Qu'est-ce que ça veut dire, carboneutre? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, carboneutre? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Zéro émission de carbone. Absolument. En fait, c'est que les émissions que tu éjectes en carbone, mais tu t'en reprends aussi, t'en recapes la même quantité pour être chemin à zéro. Exactement. Donc, on va essayer d'éliminer au maximum notre production de carbone, de la réduire au maximum, et ce qu'on ne sera pas capable d'éliminer, on va la compenser par des activités durables ou par l'achat de crédits carbone. Chez Polycor, on s'est donné 5 ans pour atteindre la carboneutralité. Très honnêtement, c'est très ambitieux, 5 ans. La majorité des entreprises vont se donner 10 ans pour atteindre la carboneutralité, sinon plus. Mais notre vision, c'était un peu que si demain, 2 personnes arrêtent de fumer, on se dit, moi, j'arrête de fumer demain. Puis il y en a un qui se dit, moi, je vais arrêter de fumer dans 10 ans. C'est 2 bonnes décisions. Les 2 vont avoir un impact positif sur la santé. Mais celui qui arrête de fumer demain
va avoir moins d'impact sur sa propre santé que celui qui arrête dans 10 ans. C'est exactement ça qu'on s'est dit chez Polycor. Le plus vite, le mieux. Donc, on s'est donné les moyens de l'atteindre. D'autres raisons qui pourraient motiver les gens, j'arrête pas de le déposer parce que je veux vous parler avec mes mains, mais j'en ai besoin. Quelques raisons aussi qui pourraient vous motiver peut-être éventuellement dans votre entreprise ou d'autres joueurs de l'industrie à atteindre la carboneutralité. Il y a 4 principaux éléments. Le premier, c'est de réduire son impact sur les changements climatiques. Donc ça, c'est très littéral. C'est vraiment si l'environnement, c'est important pour vous, évidemment, ça va faire du sens d'atteindre la carboneutralité puis d'engager le pas vers ça. Tout simplement, il y a les accords de Paris, etc., qui sont aussi des motivateurs pour les entreprises de s'inscrire dans des mouvements ou dans des politiques, dans des normes comme ça. La deuxième, c'est de répondre aux attentes des parties prenantes sur les enjeux climatiques. Donc, les parties prenantes, vos clients, vos investisseurs, vos employés. Pour vous donner un exemple, nous, on œuvre dans le domaine de la construction. La pierre naturelle, c'est beaucoup utilisé pour la construction, l'architecture. Et en janvier 2020, il y a une initiative des architectes. Il y a plus de 200 architectes qui se sont réunis ensemble pour l'initiative Time to Quit, où ils voulaient abandonner leur dépendance au carbone. Donc, la réduire au maximum. C'est merveilleux. Mais ce que ça veut dire, c'est que si nous, demain, on veut aller en appel d'offres, puis on veut que nos produits soient spécifiés pour un projet, si on ne rencontre pas leurs critères, on ne sera même pas considéré. Donc, s'il y a de la demande en amont, en aval ou à l'intérieur de votre entreprise, ça va stimuler aussi un changement. La troisième, c'est d'atteindre des nouveaux marchés. Et il y a comme 2 volets à ce niveau-là. Il y a un volet gouvernemental, où il y a de plus en plus de politiques d'achat au niveau du gouvernement qui vont régir le choix des fournisseurs et qui ont des critères environnementaux. Donc, un peu comme les architectes, si vous ne remplissez pas ces critères-là, vous ne serez pas considéré non plus pour des projets. La deuxième partie, c'est intéressant aussi si on a une stratégie de différenciation dans votre propre marché. Parce qu'il y a définitivement un intérêt, puis il y a une part du marché de gens qui sont prêts à payer une prime ou à payer plus cher pour avoir un produit qui est durable. Donc, ça vous permet, vous, d'atteindre une niche dans votre propre marché, puis de redorer, évidemment, la vision que les gens vont avoir de votre entreprise. Je prends pour exemple Patagonia. Donc, Patagonia, c'est un des leaders mondiaux, même dans tout ce qui est initiative durable. Ils vont prioriser avant tout, avant le prix, avant les chiffres, ils vont prioriser l'impact durable, l'impact environnemental que leur fournisseur, que leur matériau a sur l'environnement. Patagonia, c'est pas donné, là. Mais ils font très bien. Leur business fonctionne très bien. Les gens n'ont aucun problème à payer plus cher pour les produits Patagonia. Ça leur donne vraiment une tranquillité d'esprit. Donc, ça vaut la peine aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Est-ce qu'il y a des compagnies pour lesquelles vous êtes prêts à payer un peu plus cher? Juste parce que vous savez que leurs activités sont durables? As-tu un exemple? Moi, j'en ai d'autres. Il y a la compagnie Body Shop. Les produits de soins, ils vont sourcer des matériaux qui sont durables, qui sont naturels. Il y a aussi Ben & Jerry. Honnêtement, Ben & Jerry, la compagnie de crème glacée, qui ont vraiment des belles initiatives durables, c'est vraiment au cœur de leur entreprise de réduire le carbone, d'aller sourcer des matériaux qui sont locaux, etc. Donc, même à ce niveau-là, Ben & Jerry sont un peu plus chers que les autres, mais ont quand même cette paix d'esprit-là pour leur acheteur, de savoir que c'est un produit qui est durable. Donc là, on a parlé de... Encore? Oui? Merci, parce que j'ai sauté un point. Très contente que tu suives. Merci beaucoup, j'apprécie. Donc, oui, le 4e point, c'est de réduire les risques externes et les coûts d'opération. C'est un point super important, d'ailleurs.
Il y a encore une fois 2 volets à ce niveau-là. Le premier volet, c'est d'anticiper votre marché. Parce que le combat de développement durable, c'est un combat qui va continuer de grandir. Fait que peut-être que dans le marché dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle, il n'y a pas de normes ou il n'y a pas de lois qui régissent tout l'aspect environnemental, mais éventuellement, ça se peut qu'il y en ait. Donc, c'est à vous d'aller anticiper ces lois, ces normes-là, pour éviter éventuellement d'avoir des pénalités ou d'avoir des pénalités d'argent, hein, quand on conduit, il nous donne une contravention, quelque chose comme ça. Donc, une amende, merci. Donc, voilà. L'autre point, c'est de réduire votre consommation d'énergie fossile. Je ne sais pas si vous avez conduit récemment, mais le gaz, c'est pas donné. Hein? Et ça, non plus, ça n'ira pas en baissant. Le prix du gaz va continuer d'augmenter. Donc, si aujourd'hui, vous êtes capable d'investir un peu plus à chaque année pour devenir de plus en plus vert, de plus en plus durable, au fil des années, ça va être beaucoup plus payant pour vous, sur le long terme. C'est bon? Là, on a parlé du pourquoi. Je suis certaine que vous êtes tous convaincus. On va parler du comment maintenant. Donc, il y a quand même une marche à suivre pour prendre le pas, emboîter le pas et devenir carboneutre vous aussi. Donc, chez nous, on a observé 4 étapes pour établir un plan. Je les lis rapidement, mais on va vraiment les regarder de plus près juste après. Donc, il y a définir la portée de notre engagement. Quel scope? On va regarder les scopes ensuite. Qu'est-ce qu'on veut inclure dans notre carboneutralité? Où on veut aller jouer? Mesurer vos émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est important pour vous de savoir c'est quoi la portée, c'est quoi votre production de carbone. Élaborer des cibles, donc à quel endroit vous allez aller couper et de quelle façon, mais aussi de cibler quand vous voulez atteindre la carboneutralité. Et finalement, de mettre en place une stratégie. Et ça, généralement, ça va se faire avec un deuxième acteur, une firme qui va vous accompagner dans ça, puis qui va vraiment établir un plan qui est concret. Alors, définir la portée de votre engagement. Quand on veut devenir carboneutre dans votre entreprise, il y a 3 scopes. Les 2 premiers scopes, c'est les activités de votre entreprise. Donc, tout ce qui est votre transport, vos sources de combustible, votre consommation d'électricité. Sources de combustible, consommation d'électricité, c'est le scope 2. Le scope 1, c'est vraiment votre transport, etc. Généralement, quand les gens veulent devenir carboneutres, c'est dans ça qu'ils vont couper, les activités même de l'entreprise. Mais ça arrive souvent que ça va être dans le scope 3, qui est tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval, vos fournisseurs et vos distributeurs. C'est là où vous allez avoir le plus de création de CO2. Et c'est là où ce serait le plus payant d'aller couper. Fait que c'est à vous d'essayer d'aller voir à quel endroit vous allez jouer. C'est des catégories. Oui, c'est un regroupement. Une fois qu'on a déterminé où on voulait aller jouer, on va aller mesurer. Donc là, ici, vous avez un peu ce que nous, on a fait pour mesurer c'était quoi notre production de gaz à effet de serre, c'était quoi le pourcentage de CO2, notre empreinte, en fait. Et là, vous avez un petit comparatif avec le ciment. Ça, c'est une usine de ciment. Et le petit carré qui est à côté, c'est plus d'une 60aine d'installations que nous, on a. Donc, à la base, la pierre naturelle, c'est pas le matériau qui crée le plus de CO2. On s'entend? Donc, on est chanceux à ce niveau-là, mais ça rend les choses un petit peu plus difficiles parce qu'on a 60 installations. Donc, il faut se déplacer partout, puis il faut aller évaluer à quel pourcentage, c'est quoi le degré de chaque installation. Donc, c'est important vraiment d'avoir un portrait d'ensemble sur votre entreprise aussi, pour aller évaluer chaque source. Une fois qu'on a mesuré, on va aller élaborer les cibles. Et ça, c'est pour nous, ça a été notre plan d'action, si on veut. Notre objectif, c'est de réduire de 25 % nos émissions de gaz à effet de serre dans le scope 1 et 2. Nous, on va vraiment jouer dans nos activités au sein de l'entreprise. Ensuite, il y a l'électrification. Donc, on va essayer d'accroître de 5 % notre utilisation d'énergie renouvelable. L'utilisation du carburant, on va essayer de le réduire. Notre consommation d'eau, parce qu'en usine ou en carrière, on utilise beaucoup d'eau
pour éviter que nos blades, nos lames, merci, surchauffent. Il y a beaucoup d'utilisation d'eau, mais on fait du recyclage de cette eau-là. Donc, c'est un cycle qui est fermé, qui est toujours recyclé. La réduction des résidus, évidemment, et ça va pour l'expédition des échantillons. On a changé notre processus d'expédition, le format de nos échantillons aussi, à ce niveau-là. Et finalement, une remise en état, parce qu'une carrière à ciel ouvert, une fois que c'est terminé, on la remplit, on plante des arbres, on ne la laisse pas un trou au milieu de la terre. Ce ne serait pas très éco-responsable de notre part. Donc, on s'assure vraiment que le tout retourne à l'écosystème. Donc, la 4e étape, c'est de faire appel à une firme de génie conseil qui nous aide vraiment à établir un plan qui est très précis, qui est très clair pour atteindre notre objectif en 5 ans. Je vous laisse regarder, ça c'est notre plan personnel à nous, où on va aller couper pour éventuellement, en 2025, réduire de 25 % notre production de CO2, et ensuite on va aller compenser le reste. On va faire l'achat de crédit carbone. Est-ce qu'il y avait des questions sur le comment? Merveilleux. Je me permets une gorgée d'eau. Je vous laisse prendre connaissance de ce qui se passe. Alors maintenant, on est rendu à communiquer l'information parce que vous avez pris une belle initiative, puis c'est le temps de la partager avec le monde, évidemment. Ça, c'est un peu ma job, moi. Moi, je me déplace, je vais rencontrer les designers, puis je partage l'information. Mais il y a une petite attrape ici. Parce que ça devient tellement tendance, le développement durable, que c'est important de ne pas avoir un message qui est vide, de ne pas avoir l'information, de ne pas avoir les chiffres qui vont soutenir ce qu'on dit. C'est pour ça aussi qu'on utilise les 4 étapes et qu'on s'assure d'avoir toute l'information, tous les chiffres qui vont supporter notre déclaration, en fait, là, notre engagement. Donc, il y a quelques questions à se poser. Est-ce que c'est un plan qui est réaliste? Est-ce que j'ai une bonne cible? Mais si vous avez suivi les étapes, techniquement, vous devriez pouvoir répondre oui à ça. Est-ce que c'est significatif, ce que je véhicule comme message? Quand je parle de significatif, là, s'il y a une compagnie de IT qui dit « Moi, demain, je coupe le papier », il œuvre en IT, c'est probablement l'énergie qui consomme le plus, là. C'est un peu vide de sens de dire « Moi, je coupe ma consommation de papier ». Donc, juste faire attention d'utiliser vraiment, de parler de choses qui ne sont pas vides de sens puis qui ont vraiment un impact réel. Est-ce que ça va avoir un impact réel? Donc, de pouvoir expliquer à quel niveau dans votre entreprise ça va jouer puis qu'est-ce que ça va changer. Les avenues à privilégier maintenant. Faites preuve de transparence. Puis ça, je vous dirais que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir. Assumez pas que vous allez être parfait, vous ne le serez pas. Ce qui est parfait, c'est de vouloir changer. Ça, c'est parfait. Puis c'est sur ça que vous devriez miser. Parce que demain, votre entreprise ne sera pas 100% carboneutre, ça va prendre du temps, ça va prendre du changement, puis vous ne pourrez pas éliminer à 100% votre production de carbone. C'est pas ça l'objectif, c'est de s'améliorer, puis c'est de faire un effort. Donc, soyez transparents à ce niveau-là, partagez vos chiffres, donnez l'accès à tout le monde à l'information puis à vos efforts. Donnez l'accès à l'information et finalement, partagez vos connaissances. C'est un gros combat, le combat du développement durable puis de l'environnement. Puis moi, je suis sur la route, j'ai l'information que Jasmin me donne, puis si je n'ai pas d'éducation, je ne serai pas capable de partager mes connaissances, puis je ne serai pas capable d'éduquer mes clients. Jasmin, il travaille sur beaucoup de choses au sein de la compagnie, puis moi, quand on en a discuté, quand il m'a éduquée, il y a des choses que j'ai sélectionnées. Quand je me présente chez mes clients, je ne parle pas de tout. Je me suis approprié moi-même mon combat durable, des choses qui font du sens pour moi, et c'est de ça que je parle avec mes clients. Donc, permettez-vous ça aussi. Éduquez-vous, comprenez, puis sélectionnez les choses qui font du sens pour vous. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous après ça de les communiquer, puis ça va être plus intéressant à écouter aussi. Donc, comme je vous dis, appropriez-vous ce combat-là, restez fidèles à qui vous êtes, faites des choix qui sont fidèles à votre entreprise. Comme je vous dis, il y a beaucoup de façons de devenir éco-responsable, de devenir une entreprise durable. L'avenue que vous allez sélectionner, choisissez-la pour qu'elle soit en symbiose avec votre compagnie, puis qu'elle vous ressemble. Puis après ça, votre message va toujours faire du sens. C'est tout pour moi.
Le contenu de cet épisode a été capté lors du colloque 2022, le plus grand happening en entrepreneuriat étudiant au Québec. Pour voir tous les épisodes, rends-toi au www.acee.qc.ca/podcast-CLQ.